Jour 1 de notre calendrier de l'Avent spécial investissement immobilier pour 2025. Compose ton budget de Noël sans te ruiner, c'est l'occasion parfaite pour apprendre à gérer ton argent. Pour prévoir un Noël magique sans exploser ton compte en banque. Voici 3 étapes simples. D'abord, fixe-toi un montant maximum à dépenser. Choisis une somme qui ne mettra pas ton compte dans le rouge en janvier 2025. Ensuite, liste tes priorités. Cadeaux, repas, déco. Classe-les du plus important au moins important et surtout profite des promos plusieurs semaines à l'avance, pas à la dernière minute les achats. Enfin, réserve une petite marge pour les imprévus. Tu sais, le cadeau de dernière minute ou le petit extra pour le repas. Surtout, respecte ton budget coûte que coûte en composant une enveloppe de cash et ne te sers pas de ta carte sans visibilité de dépenses où ça bip, ça bip, ça bip. Je t'ai mis des chiffres dans la légende pour un exemple de salaire. Noël doit être une fête, pas une source de stress financier. Et dis-moi, toi, quelle est ton astuce pour gérer ton budget Noël? Mets-moi ça dans le commentaire. À bientôt. Jour 2 de notre calendrier de l'Avent, spécial investissement immobilier 2025. Je profite d'une petite pause entre deux rendez-vous pour te parler des croyances sur l'argent qui te freinent plus qu'elles ne t'aident. Voici 5 idées reçues qui te bloquent. Premier mythe, il faut être riche pour investir. Débuter en investissement, c'est comme avoir un potager. Pas besoin d'un grand terrain, juste quelques graines, de la patience, de la passion et tu récolteras de beaux fruits ou légumes. Deuxième mythe, épargner, c'est pour les vieux. Merci. Au contraire, plus tu commences jeune, moins l'investissement te demandera d'efforts. La jeunesse est vraiment un atout qui ne dure pas. Troisième mythe, investir, c'est trop risqué. Investir, c'est comme conduire une voiture. C'est risqué si tu ne connais pas les règles. Mais avec le bon code et les bonnes pratiques, tu roules en toute sécurité. Quatrième mythe, dépenser tout et profiter aujourd'hui, c'est mieux que prévoir demain. Profiter, c'est bien, mais se préparer pour demain, c'est s'assurer de pouvoir continuer à en profiter longtemps. Cinquième mythe, je n'ai pas assez d'argent pour commencer. Dire que tu n'as pas assez pour commencer, c'est comme refuser de planter une graine parce qu'elle n'est pas déjà un arbre. Tu as seulement les moyens de payer la graine, donc tu fais avec patience et action. Il faut entretenir et attendre que ça pousse pour avoir les fruits. Tu as les moyens d'acheter un arbre plus gros mais plus cher, tu auras des fruits plus vite. Pour commencer à investir, 20, 30, 40, 50, ça suffit. Et toi, quelle croyance te freine pour commencer? Raconte-nous en commentaire. Jour 3 du calendrier de l'Avent, l'investissement immobilier 2025. Évite ces erreurs si tu veux reprendre le contrôle de tes finances. Presque tous les débutants les font. Première erreur, il ne faut pas dépenser sans tenir de budget. Tu as trop la confiance en ta mémoire, tu notes rien. Et si tu ne sais pas où part ton argent, comment tu veux le contrôler? Deuxième erreur, ignorer les petites dépenses répétées. Il ne faut absolument pas le faire. Il ne s'agit pas de se priver, mais de connaître la vraie valeur de ce que vous consommez. 2 cafés par jour, c'est 3 € tous les jours et ça fait 90 € par mois. La troisième erreur, c'est ne pas épargner. Même 20 € par mois, c'est un début et ça va créer une habitude, un automatisme. Partage tes erreurs en commentaire et je suis quand même pas le seul à en faire. En légende, je te parle de 2 grosses erreurs que j'ai faites moi-même. Jour 5 de notre calendrier de l'Avent spécial investissement immobilier 2025. Découvre les 3 piliers pour te sentir en sécurité financièrement. Le premier pilier, épargne pour gérer les imprévus. Ça, c'est facile à comprendre et c'est une question de volonté et de priorité. Deuxième pilier, investis ton argent pour le faire grossir. Ça donne encore plus de valeur à ce que tu fais chaque jour. Te réveiller, t'organiser, aller au travail, rentrer fatigué. Troisième pilier, protège-toi. Ça, c'est moins facile à comprendre. Comment te protéger et de quoi? Comment avec l'immobilier et de quoi? Des accidents de la vie. C'est difficile d'en parler, mais un handicap ou un décès, il faut absolument y penser. En légende, un cas concret et chiffré qui te montre comment l'investissement immobilier te protège. Un cas pas trop grave. Pour toi, parmi les 3 piliers, lequel est le plus important? Jour 6 de notre calendrier de l'Avent, spécial investissement 2025. Avant de penser à ton premier achat, attention à ces erreurs. L'erreur numéro 1, c'est quand tu cherches à investir dans un bien qui te plaît. Non, non, non. Achète avec ta tête.
et non pas par coup de cœur. L'erreur numéro 2, c'est d'attendre le bon moment pour acheter. Il n'y a jamais de moment parfait. Une fois c'est trop cher, une fois c'est la crise, une fois c'est le taux bancaire qui est trop haut. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Enfin, l'erreur numéro 3, c'est quand tu laisses la peur guider tes décisions. La peur de se tromper paralyse beaucoup de débutants. Mais l'immobilier est un apprentissage. Mieux vaut avancer en faisant des erreurs que rester immobile. C'est ainsi que tes erreurs deviendront des expériences et non pas des échecs. Partage ce conseil avec un futur propriétaire. Alors Soumo, tu me disais, c'est quoi l'effet de levier en immobilier? Bien, l'effet de levier en immobilier, c'est comme quand je veux soulever une pierre très grosse et que j'y arrive pas. Et je n'arrive qu'à lever seulement avec mes petits bras une petite pierre. Et ben, je vais utiliser un bras de levier. Je vais prendre un bâton ou une barre de fer et utiliser la force de ce bras de levier pour lever la plus grosse pierre. Eh bien, en immobilier, c'est pareil. Si je n'ai qu'un petit apport de 2000 € et que je veux acheter un bien de 50 ou 100 000 €, je vais utiliser la banque comme levier pour pouvoir aller chercher ce bien d'une plus grosse valeur que ce dont je dispose. Alors maintenant, quand on te parlera de levier financier dans l'immobilier, tu sauras de quoi on parle. C'est pas si compliqué. Jour 9 du calendrier de l'Avent, spécial investissement immobilier 2025. Tu veux trouver un bon investissement immobilier. Voici 3 étapes simples pour ne pas te tromper. 1. Clarifie ton objectif. Premier type d'objectif, par exemple, tu veux des revenus supplémentaires chaque mois, maintenant ou dans plusieurs années. Tu as certaines actions à mettre en place. Deuxième type d'objectif, tu veux une somme d'argent, un capital, tout de suite maintenant, revendant le bien que tu as amélioré. C'est d'autres types d'actions à mettre en place. Donc, pour faire un bon investissement, clarifie ton objectif. Ça signifie savoir si tu gardes ou tu revends. Et tout commence par là. Autre analyse, l'analyse de l'environnement. Très important pour ne pas te tromper. Tu vas en mairie et tu te renseignes sur les projets dans le quartier dans lequel tu vas investir. Une nouvelle école, des routes, un supermarché. Ces éléments peuvent augmenter ou faire perdre de la valeur à ton bien. Soit l'environnement sera plus sympa, soit il sera plus bruyant par exemple. Maintenant, autre étape, fais tes calculs. Quand tu achètes, vérifie frais de notaire, frais de la banque, travaux, etc. Quand tu loueras, regarde le loyer potentiel, les charges d'entretien de l'immeuble pour le personnel, sortir les poubelles, nettoyer les escaliers, etc. En légende, les 2 listes théoriques à connaître et quelques chiffres pour te montrer. Attention, ce sont 2 listes pour ne rien oublier et non pas le mode de calcul de la rentabilité. Ça entre en compte, mais ce n'est pas exactement la même chose. À plus. Jour 10 du calendrier de l'Avent, spécial investissement immobilier 2025. Si tu veux sécuriser au maximum tes investissements immobiliers, il te faut utiliser la méthode des 70%. Elle est simple et très efficace. Viens, je te montre. La méthode des 70%, elle consiste tout simplement à acheter à 70% de la valeur de revente ou d'achat qui se pratique dans ton quartier ou dans ta région. C'est-à-dire, si les T3 dans l'ancien, d'une dizaine d'années, se vendent 100 000 € dans ton quartier, eh bien toi, ta limite max, 70%, correspondra à 70 000 € maximum d'investissement, inclus les frais de notaire, tes frais de banque et les travaux que tu auras provisionnés en visitant cet appartement. Exemple, pour un investissement à 70 000 €, il te faudra maximum 7 000 € de frais de notaire à financer, des frais de banque, les frais de dossier, ça sera environ de 1 000 € et des travaux que tu auras approvisionnés à 3 000 €. On a donc 70 000 moins 7 000 moins 1 000 moins 3 000. On va donc être à 59 000, la limite maximum d'achat du bien qui habituellement se vend 100 000 € dans ton quartier. Pourquoi avoir cette enveloppe de 30%? Tout simplement pour la sécurité, car l'immobilier est soumis soumis à plusieurs risques potentiels que tu dois anticiper. Le premier risque, c'est l'évolution des taux bancaires. Surtout dans le contexte actuel, si les taux bancaires augmentent, l'enveloppe des acquéreurs baissera. Et donc, tu sais que tu as 30% de négociations possibles. Autre paramètre, c'est
de découvrir des travaux supplémentaires et peut-être même un peu plus profonds que ce que tu avais prévu. Donc tu as 30% pour les mauvaises surprises en cas de travaux plus importants que prévu. Et le troisième paramètre, c'est tout simplement que le contexte économique fait que les prix de l'immobilier baissent. Eh bien toi, comme tu as prévu 30% de négociation, 30% de risque en plus, eh bien tu as cette liberté de pouvoir baisser le prix, de pouvoir négocier ton prix de vente sans perdre d'argent. Ça veut dire quoi? Rarement les trois arrivent en même temps, bien entendu. Mais même dans ce cas de figure, s'il devait y avoir un petit peu de travaux supplémentaires, les taux qui augmentent un petit peu et des prix de l'immobilier qui baissent, tu es sûr de revendre au moins en faisant une opération blanche. C'est-à-dire que tu ne gagneras pas d'argent, mais très important, tu n'en perdras pas. La méthode des 70% est très sécuritaire, mais elle demande énormément de savoir-faire pour pouvoir réussir à négocier ces fameux 30% d'abattement. Un peu plus dans la prochaine vidéo. Et toi, tu es plutôt dans l'investissement sécuritaire, méthode 70%, ou alors tu fonces tête baissée et tu calcules rien. Jour 11 du calendrier de l'Avent, spécial investissement immobilier 2025. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Acheter ou louer, qu'est-ce qui te convient le mieux? Aujourd'hui, on compare les avantages et inconvénients des deux options. Louer, acheter. Quand tu loues, tu as la liberté de changer d'endroit. L'engagement est limité. Tu n'as pas de travaux lourds, l'entretien, les réparations, c'est pour le propriétaire. Pas besoin de payer un apport initial ou des frais de notaire. L'inconvénient, c'est que tu payes dans le vide une somme chaque mois qui pourrait te servir à rembourser un crédit pour acheter ton chez-toi. Ça fait une somme quand même au bout de quelques années. Et tu ne peux rien toucher, pas d'agrandissement, de modification des espaces, ou alors si tu es autorisé, ces dépenses seront perdues quand tu quitteras le logement. Conclusion, si tu prévois de rester longtemps dans ta ville et que tu veux constituer un patrimoine, acheter peut être un bon choix. Si tu préfères plus de flexibilité et éviter les gros investissements de départ, louer reste une option intéressante. En légende, une troisième option est possible. Découvre-la, elle est sympa. L'option de l'investisseur malin. Pourquoi l'emplacement des biens n'est plus un critère de sélection en immobilier? On t'a toujours dit pour choisir un bien, le plus important c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Oublie ça. C'est complètement dépassé. Pourquoi? Parce qu'en 2024, les gens galèrent tellement à se loger qu'ils sont prêts à beaucoup de sacrifices pour trouver un toit. C'est triste. Et du coup, ton appartement, qu'il soit en centre-ville ou dans une petite commune en périphérie, il trouvera toujours preneur. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas d'être au top de l'emplacement pour ton bien, mais c'est d'investir en fonction de ton expérience et de tes moyens en cas de souci. C'est fonction de ton niveau de connaissance que la géographie entre en compte. Si tu es débutant, achète près de chez toi, dans ton département. Parce que tu connais les lieux, tu connais du monde qui pourra t'aider dans cette nouvelle aventure. Ça pourra t'aider à gérer tes galères. Bref, le système D est plus facile près de chez toi. Ensuite, la question n'est pas où investir, mais de savoir si le prix d'achat est cohérent avec ce qu'il me rapportera, quel que soit l'endroit. Par exemple, un studio à 100 000 en ville qui rapporte 10 000 euros de loyer par an est aussi bon, aussi rentable qu'un studio à 50 000 en province qui rapporte 5 000 euros de loyer par an. Pense chiffres, mais pas prestige. En légende, je te donne une action à faire avant même d'avoir commencé ton apprentissage immobilier. On m'a demandé quelles étaient les questions à poser avant d'acheter ton premier bien. En voici quelques-unes. D'abord, demander pourquoi le vendeur vend. Comprendre la raison de la vente peut t'aider à savoir si c'est une bonne opportunité ou s'il y a des problèmes cachés. Ça peut être un divorce, ça peut être un décès ou un déménagement professionnel qui peuvent parfois expliquer un prix plus bas ou à contrario, cacher des gros soucis qui font fuir les propriétaires. Ensuite, il te faut demander les diagnostics, savoir s'ils ont été faits et que disent-ils? Y a-t-il des travaux de normes à réaliser? Les diagnostics sont obligatoires en cas de vente d'un bien immobilier et sont des examens réalisés pour informer l'acheteur sur l'état du bien. Il y a un diagnostic d'installation électrique pour savoir si on est en bon état et si elle est sécurisée. Est-ce qu'il y a des termites? Est-ce qu'il y a de l'amiante, etc. Quand tu vas lire ces diagnostics,
tu vas pas comprendre parce que c'est pas ton métier. Mais par contre, n'hésite pas à appeler le technicien qui a fait le diagnostic pour avoir son avis. Il t'expliquera volontiers avec simplicité ce qui est important de ce qui ne l'est pas dans son contrôle. Et souvent, il trouve des solutions économiques pour t'aider à résoudre le problème. Comment est la relation avec le voisinage? Peut-être une question aussi. S'il y a un problème avec le voisin, le vendeur ne te le dira peut-être pas. Mais si tu décèles une gêne dans sa réponse, alors il te faudra aller taper aux portes pour voir ce qui aurait pu se passer. Le bien a-t-il fait l'objet d'une rénovation importante? Et si des rénovations ont été effectuées, demande les factures et les détails des travaux. Cela te permettra de vérifier leur qualité et de savoir si des travaux supplémentaires sont nécessaires et s'il y a un suivi de l'artisan. Le bien bénéficie-t-il d'une garantie décennale? Si tu achètes un bien neuf ou en rénovation, il peut être couvert par une garantie décennale qui couvre les défauts de construction importants rendant son usage inapproprié pendant 10 ans. Vérifie si cette garantie est toujours valable. En légende, une question supplémentaire très importante quand tu veux acheter une maison. Pourquoi commencer petit est une grande stratégie en immobilier? Au début, j'étais peureux et je n'ai pas voulu me lancer dans l'achat d'un produit de type petit immeuble à diviser ou à rénover. Mon premier investissement fut une petite maison de 68 mètres carrés et ça m'a sauvé. J'ai choisi petit parce que c'était un projet à ma portée. D'abord, commencer petit m'a permis de jouer la sécurité. J'avais un petit crédit et si je n'avais pas de loyer entre deux locataires, je savais que mon salaire suffirait pour rembourser quelques mensualités. Pas de panique. Ensuite, commencer petit m'a permis de faire mes premiers pas dans le suivi d'une construction, car c'était une vente en VFA et donc une vente sur plan, avec des déblocages de fonds, c'est-à-dire de la banque, petit à petit. Enfin, commencer petit m'a permis de faire mes premiers pas en banque, les étapes de déblocage de fonds, vérifier les factures et même analyser les frais bancaires. Et pour terminer, commencer petit m'a permis de faire mes premiers pas en location, apprendre à faire des visites, apprendre à faire rédaction d'un bail, les états des lieux, etc. Donc un seul petit bien et j'apprenais doucement, étape par étape. Mais cela n'a pas évité certaines erreurs, notamment celles où j'ai eu un contrôle fiscal, car j'avais mal déclaré mes revenus locatifs. Petit à petit, petit bien, petite sanction, j'ai compris mon erreur dans le bureau d'un inspecteur des impôts qui a pris le temps de m'expliquer comment mieux gérer mes revenus et cette déclaration fiscale. Dans ce premier investissement, j'ai fait des erreurs, mais il m'a surtout rapporté des connaissances. Alors si tu débutes en immobilier, commence petit. C'est comme ça qu'on apprend, sans se brûler les ailes. En légende, je te raconte mon deuxième investissement. Jour 15, comment payer moins d'impôts sur tes loyers? Il y a 3 axes à explorer et à bien éplucher plus tard. Le premier axe, c'est la location meublée appelée LMNP, loueur en meublé non professionnel. Exemple, tu es salarié et tu veux louer un appartement que tu as acheté en complément de tes revenus du travail. Tu achètes un appartement ancien, tu le meubles comme si tu allais y vivre, table, chaise, canapé, petite cuillère, etc. Tu es donc un loueur d'un bien meublé et non professionnel veut dire que tu n'en fais pas ton activité professionnelle de tous les jours, comme un hôtel. Si tu respectes les règles que l'État t'impose pour être considéré loueur meublé non professionnel, tu auras très peu, voire pas du tout d'impôts à payer sur ces loyers que tu perçois. Prenons un exemple, tu loues 500 € un bien, 500 € par mois. Si tu le fais sans meubles, donc nu, tu devras payer minimum 250 € d'impôts, soit la moitié de tes revenus. Si tu le meubles avec le statut LMNP, tu paieras quasiment pas d'impôts. Plutôt cool, non? Donc retiens, en échange de louer meublé, l'État réduit tes impôts sur les loyers que tu reçois. Deuxième axe, la location dans le neuf ou défiscalisation, comme la loi Pinel ou la loi Girardin. Là, c'est quand tu travailles, tu payes des impôts sur tes revenus du travail et tu achètes un appartement neuf qui est souvent plus cher que l'appartement ancien. La règle est qu'il ne doit pas être meublé. Le loyer est souvent plus bas que la moyenne des loyers du marché pour permettre l'accès au logement aux personnes aux revenus modestes. Et toi, tu fais le deal avec l'État de garder ce loyer bas sur 6 ans, 9 ans ou 12 ans dès le départ de l'achat. Si tu respectes ces règles, l'État réduit tes impôts sur les revenus de ton travail. Donc, retiens que quand tu investis dans le neuf, l'État réduit tes impôts sur les salaires que tu touches dans ton travail et non pas sur les loyers
que tu touches. Troisième axe, tout le monde en parle, la location en SCI, Société Civile Immobilière. C'est la gestion en équipe. Tu as des associés, tu vas acheter avec ta sœur, ton frère, ton meilleur pote, ta mère. Une SCI, c'est comme une mini-entreprise pour gérer un bien à plusieurs. Exemple, tu achètes avec tes associés une maison, les loyers et les impôts sont partagés de façon équitable. Souvent, cette SCI est utilisée pour limiter les impôts sur la transmission, donation d'immobilier, succession en cas de décès. Donc retiens que quand tu investis en SCI, l'État réduit tes impôts sur les revenus locatifs, mais aussi quand tu voudras transmettre à tes enfants tes investissements immobiliers que tu auras fait dans ta vie. Et toi, pour réduire tes impôts, quel axe choisirais-tu? Jour 16 du calendrier de l'Avent. Évite ces pièges qui plombent ton budget rénovation. Tu rénoves un bien immobilier. Fais attention à ces erreurs courantes, même dans les petits appartements comme celui-ci. La première erreur est de sous-estimer le coût des travaux. C'est très difficile dans l'ancien car tu peux faire des mauvaises découvertes. Tu veux changer la baignoire, mettre une douche italienne, mais tu ne peux pas le faire où tu voulais parce que les modifications des tuyaux vont te coûter très cher. Tu veux enlever la faïence du mur, mais attention, le mur en placo vient avec. Il va falloir refaire le mur sur coup. Tu veux remplacer une vieille moquette au sol par un parquet et il y a une vieille colle, faut tout décoller, c'est refaire une chape, relisser pour que ce soit prêt à poser sur coup. La deuxième erreur est de négliger la durée des travaux. Tu as prévu 2 mois de travaux et tu t'es engagé avec un locataire dans un bail. Et là, l'artisan est malade ou le fournisseur de cuisine ou de matériaux livre plus tard. Bref, ton bien n'est pas prêt et ton locataire part, trouve autre chose. Tu perds des loyers. Donc il faut bien prendre en compte que la durée des travaux peut varier à cause d'éléments indépendants de ta volonté. Enfin, n'oublie pas les aspects énergétiques et écologiques. C'est bien d'être informé avec un diagnostic. Encore faut-il comprendre les coûts de remise aux normes. En légende, une astuce pour comprendre le diagnostic énergétique et ce qui peut t'apporter. Jour 17 de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, 3 clés pour des revenus locatifs stables. On n'a rien inventé. La première clé, ça commence par bien choisir son locataire. Il doit être solvable, respectueux, ça permet une gestion sereine. Mais attention, les traditionnels 3 fois le montant du loyer, CDI, ça ne suffit pas toujours à garantir un bon payeur. Et en plus, le locataire peut perdre son emploi et trouver des problèmes financiers. La vraie sérénité, c'est de te protéger avec des assurances fiables qui peuvent te soutenir, qui te remboursent en cas de loyer impayé ou de détérioration de ton bien. Ce sont des GLI, elles sont assez chères. À côté de ça, tu as l'État qui se porte grâce à la garantie Visale garant avec des personnes aux revenus modestes. C'est un vrai gagnant-gagnant pour toi, le locataire et l'État, puisque tu fournis un logement que lui ne peut pas faire pour ses citoyens modestes. La deuxième clé, c'est connaître tes droits et tes devoirs. Respecte la réglementation sur les baux, les loyers, les charges et entretiens ton bien pour offrir un logement décent et agréable à ton locataire. S'il est bien, il ne va rien abîmer, il va l'entretenir et il ne va pas partir. Pas de perte, pas de vacances locatives, c'est-à-dire pas de perte de loyer. La troisième clé, c'est cultiver une bonne relation avec ton locataire. Montre que tu es disponible et à l'écoute. Par exemple, quand tu dois faire une réparation, en tant que propriétaire, ne mets pas 15 ans pour le faire. Valide l'intervention de l'artisan avec ta gestionnaire locative. Sinon, il ne va pas se sentir respecté. Et puis, appelle-le une fois par an pour voir si tout se passe bien dans ton appartement, dans ta maison, et s'il est bien traité par ton agence, celle que tu as missionnée. Un conflit peut toujours survenir malgré ça avec un locataire, mais en étant irréprochable dans l'entretien et dans ta relation avec le locataire, en cas de contentieux devant un tribunal, personne ne pourra te reprocher d'avoir négligé tes obligations ou d'avoir ignoré ton locataire. Et en légende, je te montre un exemple qui m'est arrivé. Une simple relation humaine m'a évité de grosses pertes financières. Pour connaître ta capacité d'investissement, tu dois comprendre à minima le taux d'endettement. On ne demande pas d'être courtier, on ne demande pas d'être banquier. Il faut simplement comprendre ce qu'est le taux d'endettement pour connaître ta capacité d'investissement. Le taux d'endettement que les banques nous imposent est de 33% à 35% maximum de taux d'endettement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ton revenu global, ton salaire, on va dire, tu as droit d'avoir des dettes à hauteur de 1/3 de tes revenus. 33%, c'est 1/3. Dans ces dettes, on prend en compte les dettes importantes. Par exemple, un crédit voiture qui dure 5 ans, un crédit conso
crédit conso, crédit d'achat de mobilier, crédit d'installation, etc., qui dure quelques années, le loyer est une charge longue qui est prise en compte. Un cas concret, tu gagnes 3 000 € par mois net de salaire, tu habites chez tes parents, tu n'as donc pas de charge de loyer. Mais tu sais que 33% de ce revenu-là peut être utilisé soit pour payer ton loyer, soit pour avoir un crédit conso, soit pour acheter une voiture. Ça veut dire que 33% de 3 000, un tiers, tu as la possibilité d'avoir 1 000 € de crédit sur l'ensemble de tes revenus. Dans ce cas-là, si tu achètes une voiture, elle te coûte par exemple 350 € par mois pendant X années. Tu auras donc une capacité de 1 000 € théorique, moins 350 € parce que tu as eu besoin de t'acheter une voiture. Et donc tu sais qu'il te reste 1 000 € moins 350, 650 € de capacité d'emprunt. Un autre emprunt, que ce soit pour une conso, pour prendre un loyer. Et nous, ce qui nous intéresse, pour acheter un bien immobilier, eh bien, tu sais que tu n'auras pas le droit d'avoir une mensualité supérieure à 650 € par mois de crédit parce que tu as déjà 350 et qu'au maximum, tu ne peux pas dépasser 1 000 €. Qu'est-ce que ça sous-entend là? Quel est l'outil là que tu as pour aller chercher un bien? C'est qu'à ce moment-là, 650 € par mois en prêt IMO, ça correspond sur 20 ans à 130 000 € de capital à emprunter maximum. Donc comme je sais que si j'emprunte 130 000 € pour acheter un bien, ma mensualité de prêt sera de 650 et elle sera parfaitement équilibrée avec le crédit que j'ai déjà en cours et avec la capacité maximale que je suis autorisé par la banque. Donc quand tu vas aller prospecter, quand tu vas aller rechercher dans les petites annonces, c'est pas la peine d'aller sur les biens à 200 000, à 250 000, à 140 ou à 150 000. Tu mettras un filtre, une limite de 130 000 € dans tes recherches. Et à ce moment-là, tu gagnes énormément de temps plutôt que d'aller sur des biens qui ne sont pas forcément possibles à acquérir pour toi parce que tu n'es pas encore allé voir ton banquier ou ton courtier qui t'a dit combien tu pouvais emprunter. Tu regardes les petites annonces, tu sais toi ta capacité maxi, tu sais ce que tu as déjà en cours et tu vois ce qui te reste pour emprunter. À partir de ce moment-là, tu peux vraiment économiser ton temps à pas faire n'importe quoi. Une fois que tu as ciblé grosso modo et que tu trouves un bien qui corresponde à ça, tu vas aller voir ton banquier et là, tu vas affiner la possibilité. Et là, il va rajouter le loyer potentiel, etc. Et on va pouvoir jouer sur ces paramètres-là. Et peut-être que tu pourras agrandir encore plus ton enveloppe de 50, de 20, de 10 000, qu'importe. L'important ici, dans la compréhension du taux d'endettement, c'est que toi, tu comprennes comment ça fonctionne pour gagner du temps et surtout de pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire comprendre que dans l'investissement immobilier, on peut jongler sur différents éléments pour favoriser l'acquisition immobilière. Mais pour l'instant, tu dois d'abord comprendre parfaitement ce fonctionnement-là avant de passer à l'élaboration de la stratégie de demande de financement. J'ai pris un exemple identique mais avec un loyer et non pas un crédit. Et puis j'ai fait quelques rappels dans la légende. Tu peux regarder. Jour 19 du calendrier de l'Avent, l'investissement immobilier 2025. Ancien ou neuf, dans l'immobilier, fais le choix qui te ressemble. Structurellement, le neuf a l'avantage de nécessiter uniquement de la déco et offre des garanties constructeurs. Mais son prix d'achat est souvent beaucoup plus élevé car il est défiscalisable. Je t'expliquerai les raisons de ce prix excessif dans une autre vidéo. Dans l'ancien, en revanche, ça peut nécessiter des travaux, mais il est souvent moins cher et peut offrir une plus-value importante après rénovation. Quelles sont les raisons d'investir dans l'ancien ou le neuf? Dans l'ancien, il y a deux orientations possibles. La première orientation, tu considères l'ancien uniquement comme un placement financier, c'est-à-dire au lieu de mettre de l'argent sur ton livret A ou sur une assurance vie en banque, tu préfères le mettre dans un appartement en bon état, prêt à louer. Parce qu'en plus, tu n'es pas bricoleur et tu ne veux pas te prendre la tête à gérer des travaux. Dans ce cas, tu vas rechercher un bien en bon état et au meilleur prix, mais il sera quand même dans la fourchette haute du prix du marché. La deuxième orientation, c'est que tu considères l'ancien comme une occasion de lui donner de la valeur en le transformant, en le revendant plus cher. Et en plus, tu donnes de la valeur à ton savoir-faire, puisque tu vas faire les travaux toi-même et prendre de ton temps. Tu vas donc chercher le bien le plus pourri et donc au prix le plus bas. Tu seras content de payer un prix bas, mais clairement, tu vas le payer en temps, en énergie et en stress. Et quand tu as une famille, le prix personnel est très lourd car tu ne passes pas de temps avec elle. Ou tu t'énerves, ou tu es soucieux. Bref, c'est un autre prix à payer que tu n'as pas dans la première orientation. Pour le neuf,
Pourquoi acheter neuf puisque souvent il est plus cher de 30 à 40%? L'intérêt est principalement fiscal. En effet, l'achat dans le neuf n'a d'intérêt qu'en ayant l'objectif de garder le bien environ 15 ou 20 ans, car en échange d'acheter neuf, l'État offre une réduction d'impôt en échange qui n'est rentable qu'après 15 ou 20 ans de détention, puisque l'État, lui, veut que vous conserviez le plus longtemps possible cet appartement et que vous en preniez soin. Donc, tu fais le choix du neuf uniquement si tu payes de l'impôt et que c'est intéressant pour toi de le garder longtemps. Je t'expliquerai un peu plus chaque cas avec plus de détails dans des vidéos séparées, car en 2 minutes, c'est vraiment pas possible, mais c'est passionnant. Donc, si tu veux, tu t'abonnes pour que 2025, tu puisses voir ces vidéos et les comprendre un peu mieux en termes de défisque, en termes d'optimisation patrimoniale, etc. À plus tard. Jour 20 du calendrier de l'Avent spécial investissement immobilier. Voici comment préparer tes finances dès aujourd'hui. Je te donne quelques habitudes financières à adopter pour investir dans l'immobilier, quel que soit ton budget. D'abord, réduis les dépenses inutiles et analyse celles-ci mensuellement et identifie celles qui ne t'apportent pas de réelle valeur. Élimine les abonnements ou les achats superflus. Ensuite, tu dois créer un fonds de sécurité. Avant d'investir, assure-toi d'avoir une épargne de précaution équivalente à 3 à 6 mois de tes dépenses courantes pour éviter de te retrouver en difficulté en cas d'imprévu pendant ton projet immobilier. Tu vas me dire, faut mettre de côté pour un fonds de sécurité, faut mettre de côté pour un apport, faut mettre de côté pour les imprévus. Non, bien sûr, tu mets de côté une seule fois et tu verras en fonction de l'évolution de ton quotidien, si tu as un souci financier, tu t'en aideras, tu t'en serviras et tu décaleras ton projet. Mais s'il arrive rien de tout ça, ce sera génial d'avoir un apport qui rassurera ton banquier et ta sécurité. L'idée, c'est de créer des automatismes pour mettre de côté, étape par étape. Après, je t'expliquerai comment t'en servir et comment on utilisera ces sommes, quelle que soit leur destination. Du coup, mets en place dès maintenant, sans attendre, le prélèvement automatique pour épargner sans y penser. Même une petite somme chaque mois peut faire la différence sur le long terme. Enfin, améliore ton taux d'endettement. Rembourse ces petits crédits en cours pour alléger tes charges mensuelles. Simplification de tes comptes et ton taux d'endettement va ainsi s'améliorer. Les banques regardent tout ça pour t'accorder un prêt immobilier. J'ai fait une vidéo sur le compte dédié. Je t'expliquerai comment créer et utiliser un compte bancaire uniquement pour la gestion d'un seul bien. En 2025, elle sera à ta disposition. Abonne-toi pour les voir et les actions que je préconise sont très faciles à mettre en pratique, mais peu de gens les font. Jour 21 du calendrier de l'Avent, spécial investissement immobilier. La rentabilité, c'est quoi? Pour pouvoir la définir, on va faire ensemble un calcul de rentabilité. Mais tu dois savoir qu'il y a 2 calculs très importants. Le calcul de la rentabilité brute et le calcul de la rentabilité nette. Le calcul de la rentabilité brute te permet de savoir si tout de suite, très rapidement, quand tu prospectes, le produit, le bien va être intéressant au niveau de la rentabilité. Il est très simple. La rentabilité brute, c'est les revenus annuels divisés par le prix d'acquisition, donc le prix d'achat. Par exemple, tu veux acheter un appartement T2 qui vaut 100 000 euros. Il a 750 euros par mois de loyer, ce qui fait 9 000 euros par an. Là, donc, tu vas diviser l'un sur l'autre et ensuite, tu vas multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Donc là, c'est simple. 9 000 divisé par 100 000 du prix d'achat. Je multiplie par 100, ça fait 0,09 multiplié par 100, ça fait 9%. Donc, ta rentabilité brute, si toi, tu as décidé que c'était 10% la rentabilité brute pour que tu investisses, eh bien, ce bien-là ne correspond pas à ton projet. Si la limite de 9% est bonne pour toi, que c'est la rentabilité que tu t'es fixée, à ce moment-là, tu le sélectionnes. Et si tu le sélectionnes, tu passes à la rentabilité numéro 2 qui va te prendre un peu plus de temps, mais là, on n'est plus dans la prospection. Tu es chez toi en train de faire tes calculs. Et là, tu as la rentabilité nette. C'est quoi la rentabilité nette? Ce sont les revenus annuels moins tes charges annuelles. Et tu vas diviser ça sur le prix d'achat auquel s'ajoutent les frais de notaire. Donc, dans ce cas-là, on a toujours les 100 000 euros plus les frais de notaire estimés à environ à 9 500 euros. Donc là, tu sais que ton prix d'acquisition total, en ajoutant la charge qui va se cumuler à ton prix d'achat, fait 109 500 euros. Maintenant, pour ce qui est du revenu annuel, je vais enlever les charges annuelles. Charges annuelles, je vais avoir la taxe foncière, même si tu la mensualises, dans le calcul, là, on fait tout à l'année. Donc, tu vas avoir, par exemple, 1 200 euros par an de taxe foncière pour ce T2. Tu enlèves à côté les frais de copropriété. Copropriété, attention, ce sont toutes les charges, l'électricité pour les lumières qui s'allument, pour ouvrir le portail électrique, et donc tout le monde se sert. Le concierge qui va venir nettoyer, vider les poubelles,
poubelle ou qui va en faire le petit entretien. Il faut le payer. Ça fait partie des charges de copro. Et en général, on le répartit sur l'ensemble des propriétaires de l'immeuble. Et en général, pour ce type de bien, on est environ à 1 400 € par an. Et c'est prélevé tous les trimestres. Donc, tu divises cette somme par 4 trimestres et tous les trimestres, tu auras un quart de cette somme. Et ensuite, tu as tes frais de gestion. Alors, les frais de gestion, c'est pour la location. Ça, c'est quand tu veux rouler en boîte automatique, c'est-à-dire que tu ne veux pas t'occuper de ton immobilier, tu veux que ça se loue tout seul, tu veux que l'entretien se fasse tout seul, eh bien, l'agence va s'occuper de louer ton appart, va s'occuper de faire les travaux et ça va te coûter juste pour recevoir les chèques, donner les chèques, ça va te coûter à peu près 50 € par mois. Donc, on va dire environ 600 € par an. Une fois que tu as pris en compte, tu as demandé au propriétaire les justificatifs de ces charges, eh bien, tu vas les déduire de ton revenu annuel. Donc là, on est à 9 000 €, moins 1 200, moins 1 400, moins 600, on a 2006, 3 200, 9 000 moins 3 200, on va être à 5 800 € de revenus nets. Par rapport au brut, j'ai enlevé toutes les charges et je sais ce qui me revient dans la poche. Une fois que j'ai obtenu, en ayant posé les bonnes questions au propriétaire, je divise par mon prix d'achat avec les frais de notaire et là, on va avoir une rentabilité d'environ 5%, 5,2%. Donc, tu vois qu'elle est presque divisée en deux, la rentabilité brute, qui t'a fait valider un premier appartement dans ta prospection pour gagner du temps et éjecter les appartements qui n'étaient pas intéressants. Par contre, une fois que tu as déduit toutes les charges, ça te fait de 5% de rentabilité nette. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va faire le comparatif avec un investissement, par exemple en fonds euros à la banque ou sur ton livret A, ce qu'il te rapporte. Et si vraiment l'immobilier va te rapporter 2 fois la rentabilité de la banque, 3 fois, 4 fois dans certains cas. Voilà comment on calcule la rentabilité. Je te fais un petit rappel. La rentabilité brute te permet de savoir en 2 minutes si le bien que tu visites ou le bien pour lequel tu téléphones est valable ou pas. En posant les questions ensuite, je vais savoir si la rentabilité nette correspond à ce dont je veux besoin, à l'optimisation que je veux faire. Bien sûr, tout ça est avant impôt. Je sais, sois pas triste. Tu veux éviter de payer des impôts et te mettre en SCI avec papa. C'est gentil, mon bébé. Mais tout seul, c'est aussi intéressant des fois en nom propre. Je te montre. Imagine, c'est toi. Tu achètes un bien 100 000 €. Tu es donc taxé sur tes impôts personnels, ce qu'on appelle l'imposition sur le revenu. Donc tous les mois, tous les ans, je dirais, tu vas payer des impôts sur le revenu. Et dans 10 ans, par exemple, tu décides de revendre ce bien, cet appartement qui vaut 100 000 €. Seulement, il a pris de la valeur. Il vaut beaucoup plus. Et donc, écoute-moi. Quand tu vas revendre, il vaudra le double, par exemple 200 000 € à 10 ans. Et quand tu vas payer sur l'impôt sur la plus-value immobilière, ça va te coûter 36,2%. Si tu te mets en SCI avec papa, tu achètes le même bien, 100 000 €, tu le revends 10 ans après. Sauf que grâce à l'imposition de la société en SCI à l'IS, tu ne vas pas payer d'impôt sur les revenus locatifs que tu vas toucher. Donc si tu es, Soumo, si tu es en SCI avec moi et que tu mets à l'imposition sur la société, tu ne vas pas payer d'impôt sur tes revenus locatifs pendant les 10 ans. Écoute bien, sauf que quand tu revends 2 fois le prix que tu as acheté, donc 200 000 comme tout à l'heure, l'impôt sur la société est de 25% sur la plus-value. Donc c'est super intéressant. Là, je suis taxé sur les revenus tout le long de ces 10 années. Quand au bout de 10 ans, par exemple, je veux revendre, je suis taxé à 36,2%. Et là, je ne suis pas taxé pendant 10 ans parce que ma société, ma SCI, elle est à l'IS. Et l'IS, l'impôt sur la plus-value sera de 25%. Ça, c'est une réalité, mais avec des chiffres pourcentage. Si on le fait en valeur réelle, eh ben sache que le calcul de la plus-value, même à 36,2%, sera grâce à des abattements sur la valeur de la maison, eh bien ce sera beaucoup plus intéressant d'être imposé sur la plus-value en particulier que d'être imposé sur la plus-value de la société. Parce que les abattements qui vont être réalisés sur la plus-value seront nettement plus intéressants que d'avoir eu des abattements sur les 10 ans en société. Donc réfléchis bien quand tu veux faire une SCI. Si elle est motivée uniquement pour échapper à l'impôt, ça ne va pas être la bonne solution. Il faut d'abord regarder comment est composé ton foyer fiscal, composition de la famille,
As-tu des enfants? Es-tu marié? Es-tu en séparation de biens? Et quels sont les projets? Est-ce que c'est de l'achat-revente? Est-ce que c'est de la transmission de patrimoine ou autre? Une fois que tu as défini tes objectifs, là, tu vas faire le choix de faire une SCI à l'IS, à l'IR ou d'être taxé à l'impôt sur le revenu sur toi-même. Mais si c'est échappé à la fiscalité, la réflexion n'est pas assez pointue, n'est pas assez profonde. Il faut aller au-delà de ce choix, de cette motivation à vouloir fuir l'impôt. On en parlera encore et encore en 2025. Abonne-toi. Ça t'a saoulé, hein? Ouais. C'est pas si simple que ça de faire les bons choix, mon sous-sous. Jour 23 de notre calendrier de l'Avent spécial investissement immobilier 2025. Aujourd'hui, on explique pourquoi et comment utiliser le diagnostic immobilier. Quand tu achètes un bien, il faut essayer de voir ce qui ne se voit pas. Et un bon diagnostic peut te sauver de gros problèmes, de très très gros problèmes. Et surtout, et notamment, celui de l'amiante et du plomb. On ne se rend pas compte, mais ces matériaux étaient couramment utilisés dans les constructions anciennes. Mais on sait maintenant qu'ils sont dangereux pour la santé. Il y a des risques de cancer et autres maladies graves. Bien qu'interdits aujourd'hui dans les constructions neuves, il reste très présent dans les bâtiments anciens, souvent ceux proposés à bas prix, ceux où tu te dis chouette, c'est pas cher, c'est vieux, c'est pourri, c'est à défoncer, je vais m'occuper de tout, je vais évacuer les déchets et je vais refaire moi-même. Et ben tu te dis c'est un super bon plan, je vais tout faire. Attention, si un diagnostic révèle la présence d'amiante ou de plomb, la loi interdit de faire ce type de travaux soi-même. Et en plus, pour évacuer ces matériaux, la déchetterie municipale ne les accepte pas. Tu dois obligatoirement passer par un traitement spécifique et par une entreprise spécialisée qui fera les travaux. Et les coûts peuvent exploser jusqu'à 5-6 fois plus cher. Même problème pour les termites. Ces petites bêtes adorent le bois. Ils peuvent causer des dégâts considérables. Si c'est trop attaqué, ils vont ronger la charpente, défoncer le plancher ou les cloisons. Beaucoup de travaux. Mais si le diagnostic en détecte, il faut souvent traiter sur plusieurs mois avec une entreprise spécialisée, ce qui peut coûter cher également. Pire, si elles reviennent parce que tu as fait tout seul, elles peuvent détruire tout ton travail de rénovation, cuisine, salle de bain, etc. Pour le diagnostic électrique ou chauffage, ce sont des installations qui peuvent cacher des anomalies qui, selon leur nature, auront un impact financier plus ou moins lourd. Mais soyons clairs, on ne peut pas être expert thermite, électrique, plomb, etc. Donc si le diagnostic mentionne des termes techniques incompréhensibles, voici quoi faire. D'abord, tu contactes le technicien qui a réalisé le diagnostic et tu lui demandes ce qui est urgent ou obligatoire à corriger et ce qui ne l'est pas. Si des travaux coûteux obligatoires sont nécessaires, fais établir un devis par un électricien, par une entreprise spécialisée, etc., etc. Et oui, cela peut ralentir la vente ou agacer le vendeur, mais mieux vaut cela que d'hériter de travaux imprévus et coûteux. Enfin, si les anomalies ne sont pas dangereuses et concernent des améliorations mineures, notamment en électricité, sois rassuré. Ce sont des points à surveiller, mais pas bloquants pour ton acquisition. Et ces petits points-là seront à corriger en même temps que tu feras tes travaux. Donc un diagnostic, c'est là pour t'éclairer, pas pour tout compliquer. Pose des questions, prends les bons avis, surtout au niveau des experts, et avance sereinement. Dernier jour du calendrier de l'Avent. Et si on parlait du plus beau cadeau que tu puisses te faire? Et non, ne saute pas sur ce que je viens de dire en allant à une boutique, t'acheter un cadeau pour toi. Mais non, quand je dis investir sur toi, c'est te donner les moyens de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de toi-même. Pas pour un jour ou une semaine, mais pour toute la vie. Que ce soit par l'apprentissage, le sport, une nouvelle compétence ou juste du temps pour toi. Chaque petit geste compte. Pour investir dans l'immobilier, tu dois d'abord investir en toi, te préparer comme une compétition, être bien dans ta tête, être bien dans ton corps et bien t'entraîner pour pouvoir franchir les barrières de l'immobilier, les petites barrières qui vont t'empêcher d'avancer et qui vont te décourager. Donc n'attends pas d'être prêt, car le temps passe très vite et il est ton meilleur allié si tu sais occuper ton temps avec des actions constructives. Informe-toi, forme-toi et en même temps prospecte. Tout cumuler est un travail difficile, mais les petits pas de chaque jour vont t'encourager. Et grâce à ce travail, ils vont te permettre de t'épanouir, de construire et à l'issue, de t'enrichir financièrement et humainement.
Une fois que tu seras lancé, tu pourras relâcher l'effort. Mais c'est maintenant et ensemble, si tu le souhaites, que tu dois commencer dans un immobilier sur mesure, c'est-à-dire adapté à toi. Alors, toi, tu as prévu quoi pour investir sur toi en 2025? Dis-moi en commentaire.